C'est très impressionnant d'être là, surtout après ce morceau. Chère Vera Michalski, chers membres du jury, mesdames et messieurs, c'est un grand honneur et surtout une grande émotion de recevoir ce prix aujourd'hui. Un livre ne s'écrit jamais tout seul. Avant le premier mot, avant la première phrase, il y a des lectures, et ensuite, après le premier mot, après la première phrase, il y a des lectrices et des lecteurs. Il y a celles et ceux qui voient le texte encore en friche, le mot mal fagoté, la phrase qui trébuche, l'émotion qui déborde. Il y a celles et ceux qui nous voient encore en route, et sans elles, sans eux, le chemin serait bien plus tortueux. Je voudrais remercier ma toute première lectrice, ma chère épouse Laure Martin-Tervonen, présente ici aujourd'hui, et je voudrais saluer mes merveilleux éditeurs, Cyril Gay et Clémence Biot, également présents. Merci d'y avoir cru avant moi. Merci de continuer à y croire avec moi. Ce livre est une histoire vraie. Il n'aurait jamais existé sans la générosité de toutes celles et de tous ceux qui m'ont laissé entrer dans leur vie, le temps d'un café, le temps d'une soirée, ou parfois le temps de toute une amitié. Ce livre n'aurait jamais existé sans la porte ouverte par plusieurs personnes que je tiens à nommer ici, parce que cette reconnaissance leur appartient. Senem Shkul, Daria Vujinovic, Sudbin Music, Ervin Blašević, Rasma Hodžić, mon fidèle interprète et traducteur Zoran Vučić, celle qui a raconté la toute première histoire, Mirela Maroslić, ainsi que toute sa famille, Medina Maroslić, Emira Maroslić, Mehmed Maroslić. C'est aussi l'occasion de remercier la photographe Zabou Carrière qui m'a accompagnée en Bosnie entre 2010 et 2013 et qui a fait la plupart de ces photos, où nous avons donc tous 10 ans de moins, comme vous l'aurez peut-être remarqué. Je voudrais vous dire un mot sur Mehmed. Mehmed nous a quittés le 2 octobre, après avoir survécu au nettoyage ethnique, au camp et à l'exil. À moi qui étais venue en Bosnie chercher des histoires, Mehmed m'a offert le silence et l'oubli. Il avait perdu la mémoire suite à un accident de voiture. Après tout ce qu'il avait vécu, on peut penser, à tort ou à raison, que c'était un luxe. Il lui est arrivé de proposer un café à quelqu'un qu'il avait identifié comme une vieille connaissance. C'était un ancien gardien du camp. Mehmed ne m'a rien raconté. Il ramassait les pommes rouges du jardin et en faisait des petits tas sur la pelouse, de petites pyramides rouges sur la pelouse verte. Le matin, il allait chercher le lait chez la voisine. Il jouait aux cartes et s'il avait perdu la mémoire, il savait toujours aussi bien tricher. Il chantait ce morceau qui m'est resté, que vous avez entendu tout à l'heure interprété par Damir. Si j'étais un oiseau et que j'avais des ailes, je survolerais toute la Bosnie. Je volerais et je ne m'arrêterais pas tant que je n'aurais pas vu toute la beauté de mon pays. Mehmed n'a pas eu besoin de mots pour me dire « ramasse des pommes, joue aux cartes et surtout n'oublie pas de chanter parce que la vie, c'est là qu'elle est ». Pour cette leçon qui s'est avérée être aussi une leçon d'écriture, je lui dis « Hvala vam puno, Mehmed », où que tu sois aujourd'hui. Écrire le réel, c'est écrire les pommes, les jeux de cartes, les chansons. C'est prendre le temps de regarder et d'écouter. C'est prendre le temps de revenir. C'est prendre le temps de laisser les histoires émerger à partir des mots ou parfois à partir du silence et de l'oubli. C'est exactement ce que ce prix m'offre, du temps. Pour cela, un immense, immense merci. On m'a souvent demandé pourquoi je me suis intéressée à l'histoire que racontent les Fossoyeuses. La disparition. La vérité, c'est que je n'en sais strictement rien. Parfois, les histoires commencent simplement par une invitation qui nous est faite et qu'on décide de suivre. Mirela qui me dit « Si tu reviens, je t'emmène dans mon village ». Senem qui m'ouvre la porte de la morgue, sa tasse de Nescafé à la main.
Daria qui écrase une cigarette et me lance « Si tu veux comprendre, viens avec moi sur le terrain ». Je suis revenue, j'ai passé la porte, j'ai dit « D'accord », et l'histoire a commencé, l'histoire qui m'amène devant vous aujourd'hui et qui tente de dire cette chose incompréhensible qui est la disparition. En 2011, au tout début de mes allers-retours en Bosnie, j'ai rencontré Suada. Elle m'a parlé de ses 2 fils de 20 et de 21 ans. Ils avaient été exécutés au bord d'une falaise avec plus de 200 autres hommes. Suada n'avait retrouvé de ses 2 enfants qu'une moitié de mâchoire. Elle m'a dit « Je ne comprends pas où ils sont. Ils ne sont ni parmi les morts, ni parmi les vivants. » Cette incompréhension est la même partout dans le monde. En 2018, dans un village sénégalais, Bintou Ning m'a parlé, elle aussi, d'un enfant disparu. Elle m'a dit « Mon mari veut organiser des funérailles pour notre fils, mais comment allons-nous veiller un corps qui n'est pas là ?» Son garçon de 18 ans avait disparu pendant la traversée de la Méditerranée, dans un bateau transportant près de 1000 personnes, dont seuls 28 ont survécu. Dans un autre village, non loin de là, toujours au Sénégal, une autre famille confrontée à la même question avait, elle, décidé d'organiser des funérailles où 2 prières furent dites. Une première destinée au fils mort et une seconde au cas où il serait encore en vie. La disparition, c'est cette terrible hésitation entre 2 récits radicalement opposés, la vie et la mort, l'espoir et le deuil. La disparition fait naître le doute, et le doute fait naître d'autres récits, où le magique se mêle du réel, où l'invraisemblable devient la vérité. Peut-être est-il retenu prisonnier quelque part, peut-être a-t-il été enlevé, peut-être a-t-il perdu la mémoire et ne sait plus qui il est. Le récit est une façon de survivre, mais vivre dans plusieurs récits à la fois est une torture sans nom. Chercher un disparu, c'est chercher une preuve pour pouvoir enfin fixer le récit et le terminer. Ou comme le dit Senem, mettre un point final à une phrase longue de 15, de 20, de 30 ans. C'est une quête indispensable, même quand elle ne mène qu'à cette déduction difficile et douloureuse. S'il n'y a pas de preuve de vie, c'est une preuve de mort. C'est à ce deuil par défaut que sont réduites les familles des centaines, des milliers de personnes qui chaque année disparaissent aux frontières de l'Europe. Pour ces personnes, il n'y a ni Senem, ni Daria. Il n'y a pas de morgue, il n'y a pas de pelleteuse, il n'y a pas de mur couvert de visages pour dire l'ampleur du crime. Il n'y a que les annonces de recherche jetées sur les réseaux sociaux comme des bouteilles à la mer, une photo, une date de départ, le silence depuis. C'est à ces personnes et à leurs familles que je voudrais dédier ce prix. Je souhaiterais finir avec les mots de mon beau-fils Armand, alors âgé de 9 ans. Il en a 16 aujourd'hui. Il s'est passé beaucoup de temps. En 4 phrases, il a dit ce que j'ai mis un livre entier à écrire. C'est une histoire sur des os qu'on cherche. C'est comme chercher des os de dinosaures, mais ce sont des os de gens qu'on cherche. On les cherche parce que c'est important pour leurs proches. Quand on les trouve, les proches peuvent les enterrer. Et comme ça, ce ne sont plus des disparus. Merci.
Merci. The next song was given to me as a present by one Bosnian poet living in Sweden today. He came to Sweden as a refugee 30 years ago during the 90s. And his daughter called me and said, my dad, he writes, he loves traditional music, and I get a lot of those, But there was something about this guy, and he was, as it's usual in traditional music, he didn't want to say that he wrote the tune, because he's a humble guy. But then I recognized, I said, you must have written this, and I forced him to put a name on it. It tells a story about this longing many people feel in immigration. O bosanske gore snježene, sevdalinko puna čežnje, u tebi su zore nježne, bašće naše i javalije, bašće naše i javalije, kad ih medna rosa mije. Daj je meni sada samo da se vratim opet tamo gdje je Bosna gore njene, moji snovi uspomene.
taki